Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et enfin c'est l'heure, c'est l'instant de finir avec un dernier DVD de la ECW. Alors, bien sûr, pas des DVD de la ECW originale, mais version, on va dire, plus, on va dire, louable du côté de WWE. On va dire les termes comme ça. On va dire que c'est plus la ECW version WWE, mais avec une identité extrême de l'époque. Donc si vous voyez pas de quoi je parle, laissez-moi vous montrer la jaquette, même si je suis sûr que vous saviez et que vous l'avez sûrement déjà vu une fois dans votre vie, ou ce genre de jaquette de DVD, et que vous êtes passé à côté parce que ça vous intéresse sans doute pas. Donc laissez-moi vous montrer. Donc c'est celui de The Most Extreme Match. Alors tout ce que je sais à propos de ce DVD-là, il y avait un autre terme, c'est Bloodsport. Et du coup, ben, ça fait, disons, ECW Bloodsport The Most Extreme Match, en double DVD bien sûr. Donc vous voyez bien le logo avec un genre de croix sanglant et les photos de l'époque avec ce résumé. Donc voilà. Après, vous me direz combien de minutes en temps réel il dure. Ça, je ne saurais pas vous le dire, même s'il est juste affiché là, mais c'est pas les minutes escomptées. Disons qu'il dure dans 2 heures ou 2 heures et quelque chose environ. Donc, je ne saurais pas vous dire à ce sujet-là, mais c'est déjà pas mal ce que je peux vous dire à propos de ce DVD. Donc, enfin bref. Donc voilà, vous voyez bien, 2 DVD. Et ce fameux résumé, enfin, le prospectus, jaquette, enfin, vous voyez le tout team quoi. Donc voilà, par contre j'ai du mal à placer ma caméra correctement, je sais pas comment ça se fait. Donc normalement ça devrait aller. Donc là il n'y a que 2 DVD, dont 2 que je possède, mais il manque un seul, c'est celui avec la jaquette rouge. Donc voilà. Alors pour le DVD 2, je vais vite passer à ce petit résumé d'extrait. Alors, tout ce que je sais dans l'extrait, on nous montre la mini history de Deathmatch, enfin des stipulations qui leur auraient été propres à la ECW. Donc Axel Rotten parle du Tuppy Deathmatch. Si vous voyez pas de quoi ça signifie, si vous voulez, c'est un match auquel les deux catcheurs ont les deux mains bandées et qu'on trempe nos bandages dans, je crois que c'est de la colle extra forte et des verres pilés. Un peu comme dans Kickboxer, où Jean-Claude Van Damme affronte Tang Po avec les deux mains bandées avec du verre pilé. Donc si vous voyez et si vous avez la référence, donc voilà tout. Puis ECW le sang. Donc là on vous explique le sang à la ECW. Bien sûr c'est que du sang au trans. Et du coup c'est pas nouveau de chez nouveau quoi. Donc bien sûr on sait que le sang dans les structures un peu hardcore, c'est un peu primordial. Disons que c'est le but le plus important pour choquer les gens ou faire kiffer. Ça dépend s'il y a un public sensible qui sont choqués ou qui kiffent la violence à outrance. Et là, Extreme Masters de Flaming Table. Alors là, ça parle de table en feu. Donc on nous montre les petits highlights. D'ailleurs, durant tout cela, on nous montre les highlights, puis le match entre Tommy Dreamer et C.W. Anderson dans un I Quit match, Danny Doring et Roadkill qui parlent de leur business dans le catch et surtout à la ECW. En plus, ça parle aussi des Pitbulls également. Justin Credible qui parle de son règne en tant que champion.
Et il y a la petite vignette entre The Public Enemy. Donc c'est pas un groupe de rap, mais c'est un groupe de duo de catcheurs très très violent et auquel ben, il faisait vraiment sensation à la ECW. Bien sûr contre Cactus Jack et Mikey Whipwreck. Donc on nous montre la petite historie. Et si vous voulez, ben, peut-être que j'en parlerai si tout est en ordre chrono. Enfin, peut-être que je citerai les matchs dans un ordre chronologique et après, voilà, on verra. Donc maintenant, ben, je passe au premier DVD, donc uniquement là. Alors, dans ce premier DVD, donc là, je vais vous le montrer comme ça, vous voyez très bien. Donc du coup, là, c'est pour le titre du monde par équipe de la ECW. Bien sûr, dans les matchs par équipe, vous saviez, tout est permis, hein. Entre Cactus Jack et Mikey Whipwreck contre The Public Enemy. Et dans les Public Enemy, les noms sont euh, Rocco Rock et Johnny Grudge. Donc voilà, en plus, heureusement que je l'ai marqué sur un papier. Tout ce que je sais, ça commence dans un match par équipe basique, de tout ce qu'il y a de plus normal. Puis après, on se fout sous la gueule et on n'a plus de limites et on dépasse à tel point que le public va popper, vu comment on sait que le public de la ECW, ça se déroule toujours à Philadelphie. Donc dans l'ancienne arena de la ECW, le Bing Hall, et maintenant ça s'appelle sur un autre nom. Mais tout ce que je sais, cette salle mythique de la ECW a été la pierre étendard pour tout simplement exploser. Qui sait en intérêt médiatique dans le catch que la plupart n'ont pas réussi. Il n'y a que la WWE qui est ultra populaire, la WCW à l'époque, et même la ECW arrivait à se faire une petite place médiatique. Comme quoi, ils sont un petit peu gagnants, mais au niveau de la fin, ce sera la décadence totale. Enfin bref. Euh, dans ce match-là, après tout ce que je pourrais citer, c'est que de la violence à outrance et des spots en tout genre. Ça va, ça va tout de même rester victoire de Cactus Jack, donc Mick Foley, avec Mikey Whipwreck, qui capture les titres du monde par équipe des mains des Public Enemy. Et du coup, bah, ce match-là, bah, ça commence direct avec un 3,60. Donc je mets ce chiffre-là. Bon après, c'est un peu subjectif, hein. Maintenant, j'oublie le côté objectif de la chose. Maintenant, je vais faire un peu les choses subjectives. Normalement, il faut avoir un avis populaire et pas subjectif, mais vu comment j'ai du mal à rendre les choses objectives, bah, disons que j'ai pas le choix de passer en mode subjectif. Et là, maintenant, ben, on passe au deuxième match. Donc, au deuxième match, c'est à, à Extreme Warfare Vol 1, donc volume 1. Alors que l'autre, c'était à Hardcore TV le 27 du 8 1994 ou 1994. Alors, je sais que le chiffre là, parfois, c'est les chiffres dans le sens américain. Donc, on pourrait dire le. Non, non, je rigole. Non, je plaisante. Peut-être que c'est moi qui divague. Mais parfois, vous voyez, il y a parfois des chiffres américains et du coup, j'ai un petit peu du mal à suivre. Mais voilà, du fait que j'espère pas me tromper. Donc Extreme Warfare, le 18 du 3 1995 ou 95 si vous voulez, entre The Sandman contre Terry Funk, contre Terry Funk, avec Terry Funk, pardonnez-moi, j'ai un petit peu mal vu, excusez-moi. Donc le Sandman et Terry Funk contre Cactus Jack et Shane Douglas. Pareil, c'est un peu comme dans le premier match. Ça commence doucement mais sûrement. Puis après, on se fout sous la gueule. On se fout sous la gueule maintenant. Ça y est, maintenant j'ai inventé une autre expression, sous la gueule. Alors que non, c'est sur la gueule. Donc ça s'envoie des sacrés mandales, des sacrées grosses prises. Et j'en passe tout le tout team du match. Et, euh, et malgré tout, même si ça aurait été peut-être Mick Foley avec Shane Douglas qui pourrait remporter le match. Mais en fin de compte, ce n'est pas eux, mais c'est bel et bien le Sandman et Terry Funk qui battent Cactus Jack et Shane Douglas.
Et ce match-là, bah, je crois que pareil, je lui mets un 3,60. Je je pourrais pas en mettre mieux, si ce n'est que je sais mettre ce que je peux mettre, quoi. Donc voilà. Là maintenant, bah, The Taipei Deathmatch, donc la stipulation auquel je vous ai expliqué, et auquel ça inclut Jan Roten contre Axel Roten à Hardcore Heaven le 1er du 7 1995 ou 95. Bref, si je dis 95 ou 95, vous avez compris. Donc du coup, dans ce match-là, c'est deux frères qui se déchirent et qui se foutent sur la gueule. Et, euh, et vu comment ils n'allaient pas se faire de cadeaux et que à tout prix ils veulent prouver qui est meilleur des frères, que soit l'un et l'autre, c'est le seul moyen pour eux de en découdre en faisant bah, ce qui a été autrefois bah, le kickboxer, quoi. Enfin, style en mode Muay Thai, on pourrait dire ça comme ça, dans les années, bah, on va dire à l'époque où les Thaïlandais étaient des guerriers, mais c'était pas le sujet auquel on parle, si ce n'est qu'on parle que deux hommes qui se détruisent mutuellement et qui sont prêts à se faire autant de mal et à se défigurer mutuellement pour faire kiffer un public de sauvages. Parce que oui, malgré tout, la ECW, c'était un public de sauvages, hein. Donc du coup, il n'en était pas rare de voir des fans impliqués dans les matchs, que ce soit en tant que spectateurs qui ne font rien, ou parfois ceux qui sont capables de se mêler à tout prix. Et parfois, ça peut mener à des scènes irréalistes, on va dire ça les termes. Et concernant le match, après des multiples coups de poing au visage et un peu dans le corps, et même l'utilisation des chaises, c'est en fin de compte Axel Roten qui bat tout simplement son frère. Donc il bat Jan Roten. Et il ressort grandi de ce match. Et du coup, ce match-là, je lui mets un 3,50. Tout simplement. Donc voilà. Et là, ben, c'est un match de deathmatch. De Mexican Deathmatch, si on peut appeler ça comme ça. Donc, match qui oppose Rey Mysterio Jr. face à Psychosis à November to Remember. Le match que je possède dans le DVD de Rey Mysterio avec les Mondo Catch et auquel j'ai dû regarder la note globale de ce que j'ai pu mettre. Et du coup, ben, je ne change pas un chiffre qui le représente. À part si normalement ça devrait être plus haut. Mais bon. Ben, comment voulez-vous que je vous explique à propos de ce match-là, si ce n'est qu'ils appellent ça un Mexican Deathmatch, mais la stipulation en soi est un peu simple. Peu importe les tombées ou les soumissions que tu peux en faire dans le match, ça peut fonctionner un peu comme un Iron Man match, mais de façon, euh, il n'y a pas de horloge chronométrée, il n'y a pas de point affiché, si ce n'est que peu importe le nombre tombé que tu peux avoir, ce qui peut compter dans cette stipulation-là, c'est que au compte de... Je sais que ça peut compter jusqu'à 10, mais dans le sens inverse. On va dire, si on arrive au chiffre 1 ou 0, ben c'est la fin du match. Donc dans ce match-là, je sais que Rey Mysterio a pas mal subi les pins dans ce genre de rencontre face à Psychosis. D'ailleurs, même moi, quand j'avais vu le DVD sur un Mondo Catch, j'avais pas trop compris, à vrai dire. Je, je croyais que c'était un match au meilleur des trois manches. Et ben en fin de compte, c'est cette stipulation-là auquel je vous ai expliqué. Bon, ça va aller un peu partout, ça va même aller dans la scène derrière les gradins de l'arène. Et en fin de compte, Rey Mysterio, malgré qu'il a subi à chaque fois l'épine dans le match, c'est tout de même lui qui bat Psychosis
parce que ce dernier n'a pas su se réussir à se relever à temps avant le compte de 1 ou le compte de 0. Ouais, parce que d'habitude, on peut compter jusqu'à 10, mais là, c'est 10 dans le sens inverse. Donc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, quoi. Vous voyez le topo? Donc du coup, victoire de Rey Mysterio, c'est 3,40. Et voilà, je pense que ça peut être suffisant. Et là, ben, encore un autre match. C'est un Four Corner match pour le titre de la télévision de la ECW. Donc match qui oppose Shane Douglas contre Chris Jericho, contre Tuchel Scorpio et contre The Pitbull #2 ou numéro 2 à Heatwave le 13 du 6 1996 ou 1996 si vous préférez. D'ailleurs, il y a un autre match auquel je citerai, mais de manière un peu rapidos, hein, d'ailleurs. Donc, concernant ce match-là, tout ce que je sais, ben, ça va commencer avec deux qui vont commencer la rencontre. Parfois, c'est Chris Jericho qui commence en premier, et parfois, c'est Tuchel Scorpio, parfois, c'est Shane Douglas, parfois, c'est Pitbull 2. Donc parfois ça fait des échanges et c'est à cette époque auquel Chris Jericho se faisait appeler The Lionheart ou Corazon de Leon. Donc vous voyez ce que je pourrais en dire, cœur de lion. Donc ça c'était à la fameuse époque auquel il faisait ses armes dans l'indépendant jusqu'à ce qu'il va à la WCW et puis pour finir à la WWE. Et la suite on la connaît pour le reste de sa carrière. Donc pas besoin de trop en dire là-dessus. Donc après les échanges et les multiples péripéties qu'il y aura dans le match, finalement ils en sont passés à la quatrième, puis à la cinquième, ou six, septième, vitesse, et que là ça va enchaîner à fond, à tel point que ça va partir en couille dans ce match, ça va tellement partir en couille, mais en fin de compte, ce n'est ni Chris Jericho, ni Tuchel Scorpio, ni Pitbull 2 qui remportent le match, mais bel et bien Shane Douglas qui remporte le match et qui conserve le titre, enfin, qui conserve, non, pas conservé, qui remporte le titre que détenait Chris Jericho, le titre de la télévision de la ECW. Donc pour ça, c'est lui le nouveau champion, quoi. Et ce match-là, 3,80. Voilà, je mets un 3,80. Et maintenant, encore un autre match dans un Weapons match, donc un match ambulant, on pourrait dire ça comme ça, à Hardcore Haven le 22 du 6 1996 entre Tommy Dreamer contre Brian Lee. Bien sûr, Tommy Dreamer n'était pas tout seul, il était accompagné par sa femme Beulah McGillicuddy et Kimona Wanalaya. Donc à l'époque, ça c'était à l'époque où il avait entre guillemets deux maîtresses. On pourrait dire que c'est deux traînées qui se tapent Tommy Dreamer, quoi. Concernant le match, j'ai pas besoin de m'éterniser dessus, si ce n'est que match intense, il y a eu des petits spots par-ci par-là, mais c'est Tommy Dreamer qui bat Brian Lee. Donc j'ai pas besoin d'en dire plus à propos de ce match-là, si ce n'est que c'est victoire de Tommy Dreamer. Ce match-là, c'est un 3,5, tout simplement. D'ailleurs, en faisant la transition, le match là, qui oppose les Gangstas contre le Public Enemy. Alors, les Gangstas, c'est équipe composée de The New Jack et de The Mustafa Saïd. Donc, bien sûr, Public Enemy, dont je vous ai déjà cité les noms, Johnny Grudge et Rocco Rock. Donc, pas besoin d'en citer plus. Match gros bordel. Surtout en connaissant les Gangstas. Donc c'est sûr quand il y a les Gangstas qui foutent le bordel et que ça part totalement en couille totale, il y a de quoi que ça peut tourner parfois en désastre. Et que ce soit le Public Enemy ou les Gangstas, ils en sont quasiment au même point. Le match était un petit peu serré jusqu'à ce que c'est en fin de compte le Public Enemy qui arrive à surpasser les Gangstas.
Et je pense que ça peut s'arrêter là, si ce n'est que le match 3,50. Donc oui, je sais, les chiffres se répètent, mais j'essaye de trouver une cohérence, même si ma cohérence est pas top, je reconnais. Donc voilà tout. Là, maintenant, un match stretcher, donc un match de civière à The Doctor Inner Iserin, enfin, Doctor Aisin, on va dire ça comme ça, qui s'était déroulé le 3 du 8 1996 entre Sabu contre Rob Van Dam. Donc, vous saviez, les deux, vous saviez qu'ils sont amis, mais également deux gros têtes brûlées. Surtout Sabu qui adore se tuer mutuellement en faisant des spots absolument dangereux au possible, à tel point que je me demande dès à l'époque comment il faisait pour rester encore en vie après un match aussi serré et aussi brutal soit-il. Mais bref, je n'aurai peut-être pas de réponse concrète et plus j'y pense, plus je m'en fais trop de soucis. Pour ce match-là, bon, certes, les matchs avec des civières, ça peut mener à quelque chose. Mais je crois qu'ils avaient fait une petite lignée comme quoi s'il y en avait un qui dépassait la limite, aurait la personne qui pousse la civière a gagné, mais celle qui est à l'intérieur de la civière a perdu. Donc bien sûr, les termes, ça, bien sûr, c'est les termes évidemment, et que bah, tous les armes sont permis également. Donc c'est sûr, on est en roue libre totale. S'il faut aller jusqu'au bout de la violence, ils vont le faire. Et pourtant, dans ce match-là, ce n'est pas Rob Van Dam qui va battre Sabu dans un match de civière, mais c'est bel et bien Sabu qui bat Rob Van Dam. Donc tout simplement, c'est lui qui bat Rob Van Dam. Et ce match-là, je sais plus où je l'ai mis. Ah oui, je l'ai trouvé. C'est un 3,90 ou 90 si vous préférez. Donc voilà tout. Et là, pour terminer le DVD du premier, quoi, le premier DVD, ben, un match Three-Way Dance pour être le challenger numéro 1 au titre du monde poids lourd de la ECW à Berly Legal le 13 du 4 en 1997 ou 97 si vous voulez, entre Terry Funk contre The Sandman contre Stevie Richards. En plus, un DVD de Berly Legal que je l'ai avec le DVD de la ECW One Night Stand, deuxième édition sur ouais, de 2006 sur une pochette de 2 DVD auquel j'ai déjà fait une review dessus. Donc, est-ce que j'ai besoin de citer ce match-là? Bon, je vais peut-être dire que oui. Donc, en sachant que les trois hommes s'affrontent pour être le challenger numéro 1, au titre, si je dis pas de bêtises, de Raven. Je crois que c'était Raven à l'époque qui était le champion. Et que ben, il va se passer des dingueries dans le match. T'as certes le Sandman qui arrive en buvant une bière et parfois même en fumant une cigarette avec un kendo stick à la main. Et ce qui peut arriver parfois, c'est que il a tendance à picoler une, deux, trois, quatre fois d'affilée avant même de catcher. Et du coup, ben, on pourrait se dire qu'il est fort possible qu'il catche en étant bourré, même avec des accoutrements comme pas possible. On avait l'impression qu'il combattait en pyjama, le gars. Alors que Stevie Richards, c'était un des gars de la BWO pour Blue World Order. Alors que Terry Funk, certes, c'est certes une légende du catch, mais également du hardcore. Et je sais pas quel âge il avait à l'époque. Je crois que on l'avait dit dans le DVD, mais je me rappelle plus de quel âge il avait à l'époque. Mais en tout cas, ce qui est sûr, faire des dingueries à son âge, est-ce que c'est raisonnable tout ça? Je me pose des tas de questions, mais en tout cas, je me demande comment ils font pour rester encore en vie dans ce milieu. À tel point que des dingueries, ben c'est sûr, quand il y a Sandman qui catch bourré et qu'il balance des échelles sans même regarder où est-ce qu'il va lancer, ou encore faire des trucs qu'on s'attendait pas à voir faire ce genre de manœuvre. Et surtout Terry Funk,
alors qu'il était en haut de l'échelle, et ben qui nous sort un moonsault alors que le gars il est certes en déclin physique, mais surtout on a l'impression qu'il allait pas tenir très très longtemps à catcher. Et pourtant il avait tenu jusqu'au bout à l'époque. Donc c'est lui qui va battre le Sandman et Stevie Richards. Donc ce match-là, à l'époque, si je m'en rappelle, je lui avais mis un 3,50. Puis il affrontait Raven et qui battait Raven pour le titre. Et du coup, ça fait environ 3,60. Je crois que c'est le bon chiffre que je lui avais donné. Mais bon, peut-être que je me fais trop du souci pour rien. Mais bref, je passe au deuxième DVD en tout cas. Et le premier match du deuxième DVD, c'est un match Barbarian Deathmatch pour le titre du monde poids lourd de la ECW. Donc, qui s'est déroulé à Born to Be Rered. Donc, le 9 du 8 1997 ou 97. Sabu contre Terry Funk. Alors, ce match-là, si vous voulez, c'est un match, euh, disons, comme tout match qui se respecte où tout est permis. Et que c'est une stipulation où les cordes sont remplacées par des fils de fer barbelés. Donc pour vous dire, ça n'allait pas être du tout repos et très 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 joli à voir. Ce n'est pas du tout joli à regarder, si ce n'est qu'on voit deux mecs qui vont se s'entretuer en plein match. Comme je vous l'ai dit, Terry Funk, à son âge, même si je sais plus quel âge il avait à l'époque, mais à mon avis, il devait avoir au minimum la cinquantaine, si c'est pas plus. Donc il avait soit cet âge-là, mais, euh, mais, est-ce, mais de faire des trucs aussi dangereux, ça laisse poser des questions. Alors que Terry Funk, Sabu, lui, c'est une vraie tête brûlée. Il n'hésite pas vraiment à se tuer mutuellement dans le match. Et d'ailleurs, dans ce match-là, ça va se ressentir. À tel point que à peine les échanges de coups et de prises, tu vas avoir déjà des volets de voltige avec Sabu, que à peine s'est lancé, eh ben, il va dans les fils de fer barbelés, il est déjà marqué par toutes ces cicatrices qu'il avait déjà par le passé, mais là encore des nouvelles cicatrices, et que à tel point que il va même finir avec le pantalon déchiré. Bien sûr, c'est l'une de ces fameuses pantalons auxquels il aime bien utilisé pour catcher vu comment il se sent plus à l'aise. C'est même pas un pantalon normal, c'est disons un pantalon un peu large qui sert de maillot de combat et auquel ben, c'est sûr il va finir un peu à moitié en slip. Mais il continue de se battre, il laisse pas une occasion de répit à Terry Funk de riposter, même si le vieux briscard est loin d'en avoir fini. Il est loin d'être fini, comme on dit. Et pourtant, il tient la cadence, malgré les interventions de Rob Van Dam et même de Bill Alfonso, à tel point que, si je dis pas de bêtises, même Bill Alfonso va se faire démonter la gueule par Terry Funk. Il va se faire griffer à coups de fil de fer barbelé, il va même se retrouver torse nu, il va prendre cher. Même si après il va avoir Rob Van Dam qui intervient pour aider Sabu, même à l'aider à couper les fils de fer pour enrouler Terry Funk dans les fils de fer. Donc limite on veut mettre ces fils de torture pour qu'il soit encore dans l'extrême souffrance. Mais après il se fait sauver par Terry Funk. Ah, je sais pas pourquoi je me trompe à chaque fois. Par Tommy Dreamer, pardonnez-moi, par Tommy Dreamer. Et du coup, c'est Tommy Dreamer qui sauve son mentor et qui laisse Sabu et Terry Funk en découdre, même si on sait que ce sera Sabu qui va plus enchaîner des spots, même le faire enrouler dans les fils de fer, à tel point que lui-même, Sabu, il se coince tout seul pour se retrouver coincé avec Terry Funk. Alors, le premier tombé, c'est au compte de deux, alors que selon moi, Terry Funk n'aurait pas dû s'en relever. Donc, du coup, ben, ça fait un genre de finish un petit peu bizarre.
je vais pas vous mentir. Mais du coup, c'est victoire de Sabu. Et ce match-là, si je le trouve, je lui avais mis un 4,20. Alors, bien sûr, pas pour la beauté du catch, mais plutôt pour l'extrême violence qu'ils nous ont donné. Donc, tout simplement. Donc, deuxième de DVD. Donc, à intergender match, donc un match homme contre femme, à As Good As It Gets le 20 du 9 1997, ou 1997 si vous préférez. Un match qui oppose Boula McGillicuddy et contre Bill Alfonso. Donc oui, le manager de Rob Van Dam et de Sabu qui affronte une femme dans un match certes courte, mais qui a déjà montré des hostilités. En sachant que ce sera Bill Alfonso qui va se faire démonter par une femme. Donc là, on pourrait dire que ça fait passer Bill Alfonso pour une fiotte. Et pourtant, c'est ce que le public réclame, hein, que Bill Alfonso la ferme à tout prix, qu'il le fait ravaler son sifflet, qu'il se fait matraquer par une femme. Donc pour le public de la ECW, il s'en fiche. Donc bien sûr, Boula McGillicuddy qui va prendre l'avantage, mais après, elle va se faire calmer par Bill Alfonso qui voulait déjà utiliser des prises assez osées de sa part, mais que de très courte durée, puisque Boula McGillicuddy va réussir à en venir à bout de Bill Alfonso en utilisant certes sa mentalité un peu extrême, digne de son mari, digne de Tommy Dreamer, et qu'elle va également en finir avec un Huracan Rana pour en tenir la victoire contre Bill Alfonso. Donc pour ce match-là, bah c'est 3,50 pour la kiffance qu'il y a eu dans le match, même si je sais que la plupart n'étaient pas en surkiff total, mais pour le public, ça peut, disons, un peu compter. Voilà tout. Donc 3,50, c'est pas mal, c'est pas mal. Et là, dans un match de deathmatch à Heatwave, le 2 du 8 1998, ou 98 si vous préférez, Taz contre Bam Bam Bigelow, auquel Heatwave 1998, je le possède déjà. Donc ce qui est sûr, c'est que tu as deux gros costauds qui se foutent sur la gueule. Si je dis pas de bêtises, c'est pas pour la ceinture. Parce que je crois que c'était... Enfin, j'ai un doute, je crois que c'était pour la ceinture en fait. Je ne sais peut-être plus, mais tout ce que je sais, c'est que c'est Taz qui va réussir à battre Bam Bam Bigelow et auquel il va en venir à bout, et que c'est sûr, euh, ça reste tout de même The Human Suplex Machine qui reste très dominant malgré les gros gabarits qui se présentent face à lui. Donc ce match-là, je lui avais mis un 3,70 si vous préférez. Donc voilà. Donc maintenant on passe ici. Là, c'est pour le titre du monde poids lourd de la ECW à Hardcore TV le 17 du 1er 1999 ou 99 si vous préférez, entre Taz et Shane Douglas. Alors là, c'est sûr, vu comment Taz est devenu champion, même s'il a été champion FTW, donc Fuck the World Championship, et ben là, c'est sûr, il a le titre et il veut montrer sa suprématie en tant que gros colosse qui démonte tout sur son passage. Et du coup, ce qui est sûr, c'est qu'il va en faire du petit bois avec Shane Douglas. Malgré que The Franchise, comme il aime s'appeler Shane Douglas, ne laisse pas parfois un petit temps de répit à Taz, mais ça n'arrête pas Taz pour autant, vu comment ça reste tout de même Taz qui le démonte. Je crois qu'il va le démonter avec un kata hajime plus une Taz mission, et après avoir réussi à faire soumettre ou à faire perdre connaissance Shane Douglas, il conserve le titre de la ECW, si je me trompe pas. Donc voilà. Donc ce match-là, c'est 3,60. Donc voilà, 3,60. Donc voilà, maintenant dans un Chicago Street Files Force Count Anywhere match pour le titre du monde par équipe de la ECW entre The Dudley Boys contre The Little Spag Dudley
est Balls Mahoney. Donc qui s'est encore déroulé à Hardcore TV le 5 du 7 1999. Donc oui, c'était encore à l'époque auquel le New Day... Oh, le New Day... Maintenant, je confonds les Dudley Boys à le New Day, c'est incroyable. Ah, faut dire que je suis un petit peu fatigué, hein, donc je vais pas vous mentir, c'est un petit peu la fatigue qui joue tout ça. Les Dudley Boys étaient encore en rivalité avec leur petit frère éloigné, donc Spike Dudley, et du coup, ben, à chaque fois quand ils ont l'occasion de s'affronter, eh ben, ils veulent lui faire du sale, parce qu'ils aiment faire du mal à leur petit frère, parce que c'est trop marrant. Mais pourtant, le petit frère, a parfois à quelques reprises, il avait déjà réussi à surpasser Bebe, donc Bubba Ray Dudley et Devon Dudley. Donc ce qui est sûr, c'est que parfois il arrivait à les surpasser, mais de temps en temps, on peut pas trop les surpasser sur certains points. Et vu comment les Dudley Boys ce sont de vrais malades mentales et qu'ils aiment ce genre de type de stipulation, surtout quand il y a les tables. Parce que quand il y a les tables, ils en sont jamais loin. Et parmi les spots des tables auxquelles ils aimaient bien utiliser, c'était parfois une table ou même deux tables auxquelles ils mettent soit des morceaux de verre ou des punaises ou d'autres choses assez dangereuses à subir dans le corps, ou encore l'utilisation du feu dans les tables. C'est sûr, c'est un petit peu leur domaine de prédilection, si je peux dire. Et du coup, ben, Spike Dudley, je pense qu'il va se faire powerbomber à travers deux tables en feu. Parce qu'ils ont mis en feu la première et la deuxième, l'une en bas, l'une au-dessus. Et du coup, c'est sûr, il passe à travers deux tables et qu'il pourrait finir même carbonisé. Et après, ben, ça va être au tour de Balls Mahoney, auquel lui aussi il avait l'habitude de subir ce genre de powerbomb en se faisant brûler au vif par les Dudley Boys. Et du coup, ben, justement, après que l'un et l'autre soient fait brûler, c'est en fin de compte les Dudley Boys qui obtiennent la victoire. Et du coup, ce match-là, c'est 3,5. Je mets un 3,5. Voilà, tout simplement. Et là, ben, pour le titre du monde poids lourd de la ECW, entre Mike Awesome contre The Little Spike Dudley à Cutie As Charge du 9 du 1er en 2000. Donc un show auquel je ne possède pas. Et du coup, ben, Spike Dudley, il a une chance pour le titre de Mike Awesome. En toute honnêteté, on va pas se mentir, je reconnais que Mike Awesome est plus grand, plus impressionnant et que à aucun moment je ne crois une victoire de Spike Dudley. Voilà, pour la faire courte et pour être honnête. Alors certes, Spike, il s'est bien défendu, il a montré à quel point il n'a pas peur d'affronter des grands mecs. Certes, il a pas eu peur, mais en fin de compte, c'est l'issue de la fin du match qui compte. Et du coup, ben, malgré qu'il s'est battu comme un petit guerrier, c'est en fin de compte Mike Awesome qui ressort grandi et fier de battre quelqu'un comme un petit mec comme Spike Dudley. Donc c'est sûr, Mike Awesome, il conserve le titre de la ECW et que ce n'est pas Spike Dudley qui va réussir à obtenir le titre. Donc c'est sûr, ce match-là, je mets un 3,20, tout simplement. Ensuite, là c'est ECW avec TNN. Donc ça c'est ils ont pris un nouveau diffuseur chaîne télé, donc TNN. Donc le 25 du 2 en 2000 entre Rhino contre le Sandman. Et du coup, justement en parlant de ce match-là, malgré la plupart des interventions, parce que je sais qu'il va y avoir celui de Yoshihiro Tajiri, de qui encore alors, il est fort possible que ce serait Steve Corino ou Shane Douglas, ou j'en passe des personnes qui pourraient venir, mais la plupart, ils sont même prêts à tout pour coûter le match au Sandman, parce que, petit spoiler alerte, c'est Rhino qui était le plus aidé dans le match que Sandman, alors que simplement si Sandman aurait réussi à l'emporter haut la main, je suis sûr qu'il aurait obtenu une chance pour le titre mondial.
Donc pour je sais pas pour la combien de fois, mais on va dire ça au pif comme ça. Donc malgré tout ça, il y avait du truc, mais à cause des interventions, ça va se. Je sais même pas en vrai qui a gagné ce match-là. Parce que quand on parle de ce match-là, je me dis, ce serait peut-être évident, ce serait Rhino. Ou si c'est pas Rhino, ce serait sûrement le Sandman. Et ben finalement, je pourrais vous dire que ça s'est terminé en match nul. Oui, ce n'est pas pour déconner, tout simplement, ça s'est terminé en match nul. Et pourtant, je le mets à 3,5, même si après il va y avoir intervention pour aider le Sandman. Donc bien sûr, il va avoir de l'aide. Mais enfin bref, si je dis pas de bêtises, c'est de la part de Super Crazy et de Little Guido. Donc James Maritato, Nunzio si vous préférez. Et justement, Three Way Dance, donc toujours dans la même arène et dans le même diffuseur, donc ECW avec TNN, le 3, mais cette fois-ci le 3 du 3 2000. Donc oui, carrément le 3 du 3 en 2000. Entre The Super Crazy contre Yoshihiro Tajiri et Little Guido. Match à 3, sympa, sans plus. Qui pourrait ressortir de ce match-là? Est-ce que c'est Tajiri? Est-ce que c'est Super Crazy? Est-ce que c'est Little Guido? En sachant que l'un peut avoir un côté imprévisible et l'autre le côté assez sadique et l'autre un peu crazy, comme on pourrait dire, un peu foufou. Et du coup, ce n'est pas Little Guido, ce n'est pas Yoshihiro Tajiri qui remporte le match, mais bel et bien Super Crazy. Car après des multiples prises et des multiples tentatives de tomber ratées des deux ou des trois, malgré tout, ce sera quand même Super Crazy qui va réussir à remporter le match en utilisant un genre d'Asai Moonsault du haut de la deuxième ou peut-être de la troisième corde. Tout simplement. Donc voilà. Ce match-là, 3,70 ou 70 si vous préférez. Et là, enfin, on arrive déjà à deux matchs, donc plus que deux matchs après c'est terminé. Un I Quit match à QTS Charge le 7 du 1er en 2001. Donc c'est sûr, c'est la date auquel on pourrait dire entre guillemets la mort de la ECW. Et j'ai pas trop grand chose à dire, si ce n'est que c'est un match qui oppose Tommy Dreamer à C.W. Anderson, ou je vais le dire un peu à la version américaine, C.W. Anderson, avec un commentaire alternatif entre Tommy Dreamer et Jonathan Coachman. Donc forcément, les deux, c'est sûr que dans un match où tout est permis, ça part en couille. Inutile de vous l'expliquer, vu comment on connaît déjà le bail de la ECW, et on connaît déjà un peu tout ce stratagème. Donc pas besoin de forcément de trop en dire, si ce n'est que c'est en fin de compte soit C.W. Anderson qui remporte le match, ou Tommy Dreamer, mais en fin de compte, c'est tout de même Tommy Dreamer qui va réussir à faire soumettre C.W. Anderson en le faisant prononcer les mots I quit. Donc après une torture avec, je crois que c'était une chaise ou un kendo stick, ou même avec une chaîne, je me rappelle plus, pourtant je l'ai regardé, hein, mais je m'en rappelle plus. Mais tout ce que je sais, il va réussir à le faire soumettre C.W. Anderson et qui remporte le match. Et pour ce match-là, allez, je vais le mettre à un 3,90 ou 90, 80, ouais 90, pardonnez-moi. Donc 3,90. Et maintenant, le dernier match qui s'est déroulé à WWE ECW One Night Stand, première édition, le 12 du 6 2005, et auquel ça oppose Mike Awesome à Masato Tanaka. Donc ce match-là, je le possède dans le pay-per-view de la WWE ECW, donc je le possède déjà.
Je pourrais dire que certes, c'était un très bon pay-per-view pour la plupart pour les fans de la ECW, d'autres qui n'aimeront pas parce que c'est un trop délire assez hard, une vision assez horrifique du catch. Mais bon, dans la vie, on sait, il en faut pour tous les goûts. Donc dans ce match-là, j'ai pas trop besoin d'en dire, si ce n'est que on connaît les deux. On sait que Mike Awesome est hyper grand et hyper costaud, tandis que Masato Tanaka, certes, il est petit, mais il peut avoir une mentalité de, certes, un peu guerrier, qui ne ressent pas la douleur, mais à force de trop nocelle les coups de chaise dans le crâne, parce que, spoiler alerte, Mike Awesome va utiliser des coups de chaise, je crois qu'il va lui en mettre une, puis deux, mais à chaque fois, Tanaka ne vend pas le coup de chaise en plein crâne. Et du coup, ben, ça force Mike Awesome à changer de stratégie, d'aller à la rudesse. On peut dire que ses poings et ses pieds peuvent parler pour lui, jusqu'à ce qu'il va utiliser un ultime coup de chaise qui arrive en plein dans la tête. Puis il poursuit encore son attaque sur Masato Tanaka. Et puis il va utiliser sa Razor's Edge. On pourrait appeler ça The Awesome's Edge pour Mike Awesome, qu'il fait passer à travers la table. Et suite à ça, ben, il va se faufiler à l'extérieur du ring pour faire le pin gagnant. Parce que oui, dans un match où tout est permis, c'est légal. Tu arrives, tu te couches sur la personne, c'est un pin gagnant, sans même annoncer que c'est un False Count Anywhere. Donc assez surprenant. Choix assez surprenant de la part de WWE, ou plutôt de la ECW, de Paul Heyman, parce que je vous l'ai peut-être pas dit, parce que certes, ce match-là, c'est un 3,40 et que ça s'arrête ici, mais je vous l'ai peut-être pas dit, mais durant tout le programme, donc tout ce programme-là de la ECW, c'est en fin de compte Paul Heyman qui va être le présentateur de l'émission de la ECW, quoi. The Bloodsport Most Extreme Match. Et du coup, ben, voilà comment je pourrais mettre un terme à cette review de ce DVD. Si ce n'est que ça finit également avec un clip vidéo recap de la ECW, tout en chanson. Donc voilà, je pense que j'ai tout fait. Et j'ai tout dit là-dessus, malgré les quelques fois où je m'étais trompé. Mais bon, ça devient une mauvaise habitude. Je m'en rends compte, mais il faut pas trop m'en vouloir à propos de ça. Tout ce que je sais ben, pour ce DVD, alors il y avait les matchs, euh, les bonus, les mini-segments promo et l'ensemble, ben, allez, pour les fans de la première heure de la ECW ou ceux qui ne sont pas fans, ben, certes c'est un choix assez subjectif. Il y en a qui me noteraient un peu plus sévère que ça, mais je pourrais dire que vu comment c'est un bon DVD un match à stipulation de la ECW, si on aime et si on trouve ça divertissant, ben je pourrais le mettre à un 4,40, tout simplement. Et ça, c'est un choix purement subjectif. Qu'on soit d'accord ou pas, ce n'est pas grave. Voilà, sachez pour vous que ce n'est pas grave si vous êtes d'accord ou pas. Et auquel ben, j'en ai quasiment terminé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu, donc cette review de vidéo quoi. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut à tous.